Bonsoir. Salut à tous. Le 153 sélection. Je crois, disait Maestro, très content d'être avec vous ce soir parce qu'on parlera du football. C'est sur la 3, du lundi au vendredi, du 20h30 à 21h. Bienvenue dans la team de Maestro. Rebonsoir à tous, rebonsoir. C'est le Aigle, le 153 sélection. On parlera du football, on parlera des entraîneurs qui sont passés au-delà des frontières, qui ont fait les preuves en Côte d'Ivoire. Pour commencer, on parlera d'un entraîneur que j'ai beaucoup aimé par sa façon de coacher, sa passion du football. Il était 2 fois champion de Côte d'Ivoire en 2013-2014 avec le CW Sport de San Pedro. Je suis gagné aussi la Coupe nationale avec le Stade d'Abidjan. Veuillez accueillir Coach Rigo! Bonsoir coach. Je ne suis pas seul. Comme coutume, je suis entouré de mon binôme Henri Joël, chroniqueur, animateur sportif, le canet d'esprit spirituel chargé. Aigle. Le diable, c'est quoi? Comment vas-tu, mon frère? C'est mon frère, hein? Ouais, ok. Tranquille. C'est bon? Oui, tranquille. À ses côtés, on le connaît pas bien. à ses côtés aussi, il y a Henri Joël Nielou, qui est expert consulting, c'est un expert de football. Donc aujourd'hui, il va décortiquer le sport en général, les entraîneurs. Henri Joël Nielou. Ouais. Il y a le 1, il y a le 2. C'est ça. Qui est un, qui est le 2, entre vous deux là? Bon, dans le cadre de l'émission, il est le 1, je suis le 2. Non, peu importe. Dans la vie de... Non, le droit de l'Est. Je suis le droit de l'Est, je suis le numéro 1. Donc le 1, il est le 2. Voilà. Avant le 2, Henri Joël Nielou 1, c'est toi. C'est moi. Le 2, c'est ma binôme. C'est ça. Comment vas-tu? Oui, je vais très bien, Aigle. Merci beaucoup. L'inter est un menteur. Il ment toujours. Donc on est là. Mais le coach Hugo n'est pas seul. Ouais. Il accompagne son compère, son confrère, qui a fait des preuves aussi en Côte d'Ivoire. Et c'est important de mettre ses entraîneurs en lumière parce qu'il donne de l'étang, la passion et le pouvoir d'apporter à ces gamins de rêver. Le rêve, c'est une passion. Mais si ça devient une réalité, c'est encore un fait normal. Il a fait des preuves au Bafing, à Boaké. Il a gagné la Coupe nationale au Burkina Faso avec l'As Douane. Veuillez accueillir Coach Koné Yaya. Franchement, coach, comment tu vas? Ça va bien, Est-ce que tu es à jour? On dit, tu vois, t'es Aigle, tu connais plus le slogan? Aigle, voilà ici. Ouais, je vois le signe. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Toujours en l'air? Jamais par terre. Voilà. L'émission là, le titre là, c'est la team de quoi? De Maestro. La team de quoi de Maestro? La team de quoi de Maestro, t'applaudis? Coach, vraiment pour moi c'est un plaisir. Je suis avec un expert du football. Merci. Je suis le président de la Fédération Ivoirienne de baby-foot humain. Ouais. Et je suis accompagné d'Henri Joël qui est mon binôme, celui qui me guide un peu dans ce qu'il fait comme nouvelle version. C'est important. Mais pour commencer déjà, on passe à la fin du jour. Ils sont nombreux les techniciens ivoiriens qui exercent hors du pays ces dernières années. Mais tous n'ont pas la même réussite. Parmi les tops, François Zawi, nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Niger en mai 2015, il a mené l'équipe au championnat d'Afrique des Nations 2016 où elle a été éliminée en phase de groupe. En club, Mongueyi François a fait les beaux jours du FC 105 de Libreville avec lequel il a disputé les demi-finales de la Coupe CAF. Amani Yao César Lambert, lui, après son expérience infructueuse au Burkina Faso avec le club de Salitas en 2022, a permis en 2024 au club de l'ASCO de Kara de remporter son 9e championnat national du Togo. Comme Amani Yao, Yaya Kone a offert à Dadje FC son premier titre de champion du Bénin, une performance historique. Autre satisfaction, les frères Touré qui ont rejoint le cercle des rares techniciens ivoiriens en Europe.
Kolo Touré, après avoir occupé des postes d'entraîneur adjoint au sein de diverses équipes, est aujourd'hui l'entraîneur adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Yaya Touré, lui, a côtoyé plusieurs grands techniciens à l'instar de Roberto Mancini en tant qu'assistant de l'équipe nationale d'Arabie Saoudite. Mettre en lumière ses qualités de bon technicien n'a souvent pas été aisé pour certains entraîneurs ivoiriens. C'est le cas de notre invité, Rigo Gervais, champion avec le Sewispor de San Pedro, mais qui a eu du mal à confirmer dans la sous-région, notamment en Guinée avec l'AS Kaloum, au Mali avec le Stade malien et au Burkina Faso avec l'ASFA Yenanga. De son côté, Boudo Mori, passé par le Sporting Club de Gagnoa, l'USC Bassam et Mouna FC, n'a pas réussi en Algérie avec le club de Parado FC. Il a été récemment nommé à la tête de l'équipe du Djoliba du Mali, où il sera secondé par son compatriote Coré Boiseau Félix Emmanuel. Les gars, c'est applaudi. Quand Yaya, on va faire une précision de taille, parce qu'il était champion avec le Bénin. Champion de Bénin avec l'équipe de Dadja FC, un club qui, mine de rien, qui n'était pas beaucoup connu. C'est parce que, voilà, il y a un Ivoirien qui est parti, je ne dirais pas que c'est l'Ivoirien qui fait connaître le club, mais quand même, grâce à l'Ivoirien, il y a ce titre de champion. Du coup, ça en parle beaucoup au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, Dadja FC est quand même bien connu en Côte d'Ivoire grâce à Koné Yaya. J'ai une question pour moi très spéciale aux deux coachs. C'est la passion qui anime les entraîneurs à partir au-delà des frontières ou c'est pour l'argent? Voilà. Alors, dans le but, parce que pourquoi quitter la Côte d'Ivoire, qui est quand même un pays de football? On a 3 étoiles. Et on apprend que les coachs Rigo et les coachs Kourinaya vont entraîner au Bénin, à Khartoum. Voilà. Donc c'est quoi? Moi, j'ai mal le cœur. C'est pourquoi ils quittent le pays là. Parce que c'est bon. Donc, si on va essayer de faire quelque chose pour la jeunesse. Coach, allons droit dans les buts. Non, moi, j'ai allé à l'extérieur. En plus, il y a un expert sportif. Ouais. Il va décortiquer après. Hein. Voilà, chacun a son expérience personnelle. Moi, je suis allé à l'extérieur pour l'expérimentation quand même, parce que c'est vrai qu'on fait les formations, les diplômes. Moi, ici, imaginez que j'ai fait le Stella, j'ai fait la Coupe d'Afrique avec le COE. Donc, après ça, j'avais l'envie d'avoir cette expérience-là des autres pays. Comme en Guinée, je ne voulais pas qu'on me raconte la Guinée. Voilà, donc à travers l'AS Kaloum, j'ai fait le championnat guinéen. Je ne voulais pas qu'on me raconte ensuite le championnat malien, le football malien. Je suis allé au Mali. Et dès que j'ai fini là-bas, il y a d'autres clubs maliens qui voulaient me prendre. Je leur ai dit non, que je vais aller au Burkina pour aussi gagner en expérience vis-à-vis du Burkina. Il ne faudrait pas qu'on me raconte ce football-là. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que j'ai assez d'expérience avec la connaissance. C'est-à-dire que je connais le football guinéen, je connais le football malien, sans qu'on me le raconte. Je connais aussi le football burkinabé, sans qu'on me le raconte. Donc, c'est par expérience, c'est pour compléter ma formation que j'ai dû sortir du pays. Et après le Burkina, j'avais d'autres offres, mais je suis rentré au pays, au CELA précisément, où j'ai fait 3 années successives. Et puis aujourd'hui, je suis comme directeur technique, chargé de la formation. Ok, merci beaucoup. Coach Koné, oui. Est-ce que vous partagez le même avis que Coach Rigo? Parce qu'à un moment donné, on se pose des questions. Pourquoi nos frères, nos compatriotes ivoiriens qui vont au-delà des frontières, gagnent des championnats? Ici, il y a quand même la qualité en Côte d'Ivoire. C'est l'argent ou c'est le championnat local qui est en défaillance? Bon, moi, je vais dire un peu des deux. Moi, par exemple, comme l'a dit Rigo, dans un premier temps, c'est la curiosité. J'étais curieux de pouvoir voir un peu au-delà de nos frontières comment le football se conjugue et aussi essayer d'exporter, si vous voulez, le savoir-faire ivoirien dans ces différentes zones de l'Afrique et aussi par moments par frustration parce que nous les entraîneurs, surtout nos entraîneurs ivoiriens, nous ne sommes pas bien lotis chez nous. Ça c'est dommage, c'est déplorable. Nous travaillons dans des conditions exécrables, des conditions misérables, ça il faut que je le dise. Et on est plus considéré ailleurs que chez nous. Et ça, c'est dommage. Ok. Là, maintenant, je m'approche de l'expert qui est consultant sportif. Et à un moment donné, quand il y a pas de frustration, ouais. En tant qu'expert, quel est ton regard sur ce fait, la frustration? C'est dû à quoi? Au niveau salarial, au niveau local, par rapport au championnat du Côte d'Ivoire? L'impression que nous avons, c'est que les présidents et les responsables de clubs nous donnent cette vision de comprendre que les entraîneurs sont la 5e roue de la charrette. Parce qu'à un moment donné,
les techniciens sont remerciés, j'allais dire, au bon vouloir du responsable du club, sans toutefois tenir compte des circonstances ou sans tenir compte des contrats souvent qui sont préétablis entre les techniciens et les clubs. Voilà, donc je ne sais pas si ils ont d'autres parapluies qui les protègent au point que la dignité humaine des techniciens est bafouée. D'autres même sont pratiquement informés sur les réseaux sociaux de leur licenciement. Je pense que quand on veut progresser ou quand on veut parler de l'évolution du football dans notre pays, il faut que ces lois-là soient respectées. Et ce qui m'amène également à te poser la question de savoir, Maestro, toi qui as joué dans les championnats européens, quel est le traitement de l'entraîneur? Est-ce que l'entraîneur est la cinquième roue de la charrette? Quelle est son importance quand vous voyez que vous qui avez côtoyé ces grands entraîneurs? Bon, moi c'est différent parce que j'ai la chance de jouer à la SEC d'Abidjan et j'ai commencé ma formation avec l'Académie Jamal Jou. Donc tout petit déjà nous a appris les valeurs sportives. Dans tout chose, c'est la passion. Et on avait pour nous un coach, pas un coach informateur qui nous a donné ses leçons de vie. Et on a monté à ce coach-là en équipe première avec la SEC. Donc ce côté argent n'était pas présent dans nos quotidiens. C'était le côté passion du football. Et on l'a fait. Mais la différence, c'est qu'à l'époque où on jouait, le coach avait plus de visibilité parce que le championnat local était en valeur. Les pays africains comme le Nigeria, quand tu dis que c'est, les joueurs qui étaient beaucoup forts venaient jouer le championnat, ils venaient pour avoir du nom et du respect. Il parle des personnages, Rachid Yekini, Akib Oulade, des joueurs qui avaient des grands noms, qui venaient Thomas Olisa, qui venaient en Côte d'Ivoire pour jouer le championnat, parce qu'il y avait de la valeur, il y avait de la marchandise. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je pose la question à un joueur. Non, moi je veux savoir, à Séville, à Tottenham, est-ce que ces entraîneurs-là étaient pratiquement considérés comme la cinquième roue de la charrette? Mais question à Séville, à Tottenham, l'entraîneur c'est le pilier de l'équipe. Mais ce n'est pas le cas ici. Parce que le président, il fait un choix. Le président dit, Rigo, aujourd'hui tu entraînes Séville, je te laisse toutes les compétences à faire pour moi une bonne équipe. Mais après, on parle à la fin de l'année des résultats. Si moi, en tant que président, je suis pas convaincu de tes performances, je te vis. Donc, Rigo a le devoir d'entourer son staff pour pouvoir accomplir la mission du coach. Parce que du président, c'est un côté l'a signé. Moi, Séville, on sait qu'il y a Barcelone, il y a Madrid. Donc, moi, Rigo, soit parmi les 3 premiers pour jouer à Super Six. C'est son devoir à lui. Donc, s'il fait ça, on les vit. Est-ce que vous considérez que vous n'êtes pas respecté par les entraîneurs? Par les présidents, autant pour moi. Oui. Bon, on n'a pas toute cette chance d'avoir tout ce bagage, c'est-à-dire que tout le club te fait confiance. Je pense que ce n'est pas ici sous nos cieux. Parce que entre le président et toi, il y a des conseillers aussi qui ont, comme je le dis dans un jargon simple, des conseillers qui ont le plus besoin de conseils, qui sont toujours entre le président et le coach. Donc ça fait que tu n'as pas la même mise sur l'équipe. On ne te dit pas, comme à Séville, on le dit au coach, cette année, tu fais le recrutement, tout et tout. Mais ici, en faisant le recrutement, on fait le recrutement à ta place. Et quand il y a des erreurs dans le recrutement, c'est toi qui prends les pots cassés. Merci, coach. Je suis d'accord de pouvoir faire le recrutement. Tu peux faire le recrutement, mais quand ça ne marche pas, tu assumes tes responsabilités. Mais ce n'est pas sous nos cieux. Ils font le recrutement à ta place et quand ça ne marche pas, ils disent aux gens que c'est toi qui as fait le mauvais recrutement. Donc, ça fait qu'on n'a pas la même mise. Voilà, et ça fait que les dés sont biaisés au départ et à la fin, ça nous rattrape. Et c'est malheureux. Coach, c'est bien. Tout à l'heure, mais je vois l'œil de quelqu'un qui est chroniqueur, qui est sportif, dans le football, qui fait beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Ton avis sur ce qui se passe en ce moment, déjà le championnat local, des coachs qui vont dans les frontières pour pouvoir avoir des trophées. Pour moi, il y a un sentiment sentiment négatif parce que le Côte d'Ivoire, quand même, un des pays phares de la sous-région. Il y a les Drogba, il y a Touré qui ont joué en Côte d'Ivoire, des Kolo Touré qui ont fait les preuves. Mais aujourd'hui, tous ces gamins vont en Tanzanie. Et j'ai un pincement parce que ces coachs ont de la valeur. Alors, apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Et toi, à ton regard, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que c'est pas mauvais? C'est pas mauvais de s'exporter. Ça, même dans presque tous les domaines d'activité, il existe des locaux quand même qui vont souvent monnayer leur talent ailleurs. Ce n'est pas mauvais. Là où le problème se pose, c'est que nos coachs, par exemple, par moment, quittent notre championnat dans un pays jugé être un pays de football où, tu as cité un peu tous ces noms-là, où on a par exemple tous ces talents-là, et normalement on devrait, et même qui étaient dans le passé à ce niveau-là, on quitte ce championnat vers des pays où le niveau de championnat quand même n'est pas aussi meilleur que le nôtre.
C'est là que se pose le problème. D'où ma question aujourd'hui, parce que là, je vais essayer de revoir un peu ce que coach Rigo a dit concernant ces différentes aventures et aussi coach Yaya. Alors, c'est quoi la différence dans le traitement quand vous partez, par exemple, on va aller terre à terre, en Côte d'Ivoire ici, comment on vous traite, et puis hors de nos frontières, comment on vous traite là-bas, surtout avec vos présidents. Comment ça se passe? Coach Yaya, c'est une belle question. On va une pause pour la pub. On revient tout à l'heure. Sur les 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Playlist Inter. Cagoulé pendant le plafond, ça fait que n'est que nous le sorti, pousse par sa bigode, du trotti, et ok, la skeda, chama. Renouer avec tout. De maestro, en jeu, la posé une question sublime. Est-ce que tu peux la répéter, coach? Je vais c'est une question pour moi, elle est pertinente. Voilà. Lâche-toi, un jour. Très simple. Le traitement des entraîneurs en Côte d'Ivoire, la différence bien sûr, et le traitement quand vous sortez du pays. C'est quoi la différence? Ok, merci Henri Jo. Moi je pense que c'est simple. Vous voyez, tout à l'heure, Maestro a dit, on est dans un pays de football. Mais le constat est que notre football n'a pas évolué sur certains plans. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est restée sur certains aspects du football, je veux dire à un état primitif, excusez-moi de le dire. Il faut dire les choses, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ailleurs, Henri Jo, je vais prendre le Burkina, j'ai fait le Burkina avec l'AS Douanes. Ailleurs, dans ces pays-là, les entraîneurs ont un statut. C'est-à-dire quoi? On va aller très simple. Un statut. Un statut. Un statut, c'est quoi? C'est qui n'existe pas ici d'ailleurs. Qui n'existe pas ici. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. C'est la reconnaissance d'abord du métier d'entraîneur. D'accord. D'accord? Donc ça veut dire que déjà, l'entraîneur ivoirien, en Côte d'Ivoire, le métier d'entraîneur est un métier inconnu, qui n'est pas connu du tout. Vous comprenez? Ailleurs, lorsque vous arrivez, déjà, il y a un statut des entraîneurs qui est là, qui vous protège dans ce que vous faites. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, vous avez un contrat de travail qui est dûment signé, qui est dûment respecté, et ça va avec tout ce qui doit aller dans l'accomplissement de votre service. OK? On vous signe un contrat, vous avez un logement décent, vous avez un véhicule de liaison, vous avez des conditions tout autour. Oui, il y a certains. Écoutez, heureusement, c'est pas tous les présidents de club, ça il faut que je le dise. Oh, oui. Ça aussi, il faut savoir faire la part des choses. Mais la plupart, c'est ça. Okay. L'entraîneur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est, voilà, j'ai mon bon petit là, et voilà, je le prends, je peux lui donner peut-être 100 000 francs, 200 000 francs, il va venir travailler, mais ce n'est pas ça le métier d'entraîneur. Le métier d'entraîneur, d'abord, la première des choses, c'est d'avoir un contrat de travail. C'est très important. D'abord, mais il y a combien d'entraîneurs en Côte d'Ivoire qui exercent qui ont un contrat de travail? Non, coach, merci beaucoup. En jour, le coach parle avec sincérité et beaucoup d'émotion. D'accord. Parce que moi, j'étais sportif. Et un entraîneur, c'est le pilier d'une équipe. D'accord. Il appelle des trois choses importantes du statut de l'entraîneur. C'est quoi ce statut? Est-ce que l'entraîneur a le plein pouvoir de faire ce qu'il veut? Parce que quand il y a un président, il y a aussi un directeur sportif, il y a aussi un manager. Mais l'entraîneur, c'est le pilier, c'est lui la base. C'est lui qui donne son temps aux joueurs. Il appelle le contrat de travail. Moi, je viens à Côte d'Ivoire. Est-ce que l'entraîneur Côte d'Ivoire un contrat de travail qui est signé par la fédération ou qui garantit l'intérêt? Bon, je pense que maintenant, la fédération a exigé que chaque club, à travers la licence CAF de club, que chaque entraîneur ait un contrat. Maintenant, le contrat, on le respecte. Parce que c'est le respect du contrat qui fait que le contrat existe. On peut limoger un entraîneur sans payer ses indemnités. Quand il se plaint, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, moi je constate qu'il y a des entraîneurs qui ont été renvoyés et ils sont allés se plaindre. Il n'y a pas de suite.
ça met des mois à avoir une suite. Et véritablement, je pense que c'est là qu'il y a le problème. Logiquement, il devait y avoir un cadre un peu plus juridique à la fédération pour pouvoir véritablement interpeller ces clubs-là. Mais les clubs ne sont pas interpellés peut-être par rapport à certains calculs, mais il faut que quand même dans le fond et dans la forme, tout soit juste. Dans la forme, on dit l'entraîneur a un contrat. Bon, s'il est renvoyé abusivement, que le club est interpellé, si le club n'agit pas, qu'est-ce qui arrive au club? Aujourd'hui, c'est là la question. Voilà, il faut que automatiquement, il y ait un cadre véritablement juridique, mais comme il l'a dit au départ, l'entraîneur n'a pas de statut. Donc ça doit commencer par là. Il faut que l'entraîneur ivoirien ait un statut. À partir de là, quand il y a un problème tout de suite, mais je le dis, c'est l'entraîneur ivoirien. Mais nos frères expatriés qui sont avec nous, ce n'est pas le cas. Hein. Quand ils ont laissé 5 francs ici, tout de suite, ça se déclenche. Tout le monde bouge pour eux. Voilà, donc il y a 2 poids, 2 mesures à ce niveau. Donc je vais m'arrêter là. C'est un pan. Il y a d'autres encore, il y a d'autres volets, il y a d'autres pans que je vais soulever au fur et à mesure que l'émission va avancer. Ah, excuse-moi, mais le coach, il parle bien. Là, on parle football. Donc, je ne peux pas être là et être néant à ce qu'il dit. Est-ce que vous avez une association qui défend les intérêts des entraîneurs? J'ai la fille à un moment donné. Et là, moi, c'est la plus importante. Si vous avez une association qui défend les droits des entraîneurs, je pense qu'on peut essayer beaucoup de choses. Oui, Maestro, pour répondre à cette question, oui, on a l'association qui existe, mais à un certain moment donné, les entraîneurs ont compris que l'association, en tant que telle, ne pouvait pas nous défendre. Il fallait donc mettre en place un syndicat. Et ce syndicat existe bel et bien. Aujourd'hui, les entraîneurs de Côte d'Ivoire ont un syndicat. Et pour parler du statut, on s'est réunis plusieurs fois et on a pris attache avec un cabinet juridique qui, aujourd'hui, a sorti ce statut-là, qui retrace, qui définit tous les cadres de travail des entraîneurs de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le texte existe, Maestro, le document existe bel et bien, et ce document, logiquement, est déposé à la fédération, et logiquement, c'est un document qui doit être adopté en AG, et là encore, ça sera difficile, puisque c'est les présidents de club qui doivent, à l'AG, voter ces statuts des entraîneurs, et vous voyez, quand l'employeur, face à l'employé, quand l'employeur ne veut pas appliquer un certain nombre de tests, vous voyez que ce sera difficile. Donc, il va falloir user des stratégies, de stratèges, que tout le monde puisse comprendre que l'entraîneur, comme tu l'as dit, c'est le pilier d'une équipe. Il faut que d'abord l'entraîneur soit dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. C'est le concepteur. Tout à l'heure, on revient sur ce format-là. Je pense qu'Henri Jouabouche a dit, mais on revient, parce que moi, ça m'intéresse. Et bien évidemment, ce sujet intéresse beaucoup les Ivoiriens. Nous avons promené nos micros dans les rues d'Abidjan. Voilà ce que pensent les Ivoiriens de ce phénomène des entraîneurs ivoiriens qui vont à l'extérieur. Bon, les entraîneurs ivoiriens qui font leur pro national, il y en a beaucoup. Et puis ils sont très efficaces. Il y a Zawi François qui a même entraîné la Côte d'Ivoire, la Guinée, où on a joué jusqu'à si je ne me trompe pas, la finale. Et puis il a entraîné le Niger. Voilà. Et puis il y a Mani Yao qui a fait ses preuves aussi. Bon, il y a Kole, Kole et son frère, qui est actuellement à City. Et il y a Yaya Touré aussi. Vraiment, ils sont très bons. Très bons. Voilà. Les Ivoiriens, il faut qu'ils comptent sur eux. Ils sont très bons. Bon, si on voit le cas même le petit qui vient de prendre la canne, c'est un Ivoirien. Ils sont très déterminés. Il faut que les gars fassent confiance à eux. Ils sont très bons. Je paie à l'âme de Baouza Marie. Et tous étaient en formation, mais lui n'est pas vraiment prêt à son âme. Sinon, il y en a beaucoup même. Pour moi, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est l'émotion, ça dégage. De voir nos compatriotes évoluer en Europe, donner tout leur talent, montrer au monde entier qu'ils sont les meilleurs. Bon, pour moi, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur. Très grand pas de voir 2 frères déjà en Europe entraîner. Oui, très bonne chose. Ils peuvent motiver aussi les autres à aussi avoir les licences d'entraîneur et aller évoluer aussi en Europe pour pouvoir entraîner beaucoup. Et là-bas, c'est des revenus même beaucoup chez nous ici en Afrique. Nous aider aussi les jeunes qui sont là pour pouvoir percer aussi, montrer les talents, ceux qui n'ont pas la chance de ça. Vraiment, c'est une fierté pour nous les Ivoiriens. Quand nous voyons les entraîneurs ivoiriens, sinon africains, qui vraiment sont dans des championnats européens, c'est une grande fierté pour les Ivoiriens. Bon, quand nous voyons des frères Kolo
qui sont entraîneurs dans les championnats comme les championnats anglais, que nous savons que c'est là-bas que le football a été créé. C'est une fierté pour l'Ivoirien. Et cela donne le courage aussi à les entraîneurs qui sont ceux qui entraînent dans nos championnats ici. Ça va leur donner le courage de plus bosser pour aller se faire voir à l'Hexagone. Sur le continent africain, c'est vraiment encore une fierté. Parce que quand on voit, si je me souviens, il y a un entraîneur ivoirien au Bénin qui sont retirés de la Ligue. Bon, ça c'est un Ivoirien. C'est des choses qui font plaisir. C'est des choses qui donnent la fierté. Nous sommes fiers jusqu'à aujourd'hui. Je pense que nous avons des grands entraîneurs qui font leurs preuves à l'étranger, surtout en Europe. Nous avons les frères Kolo et bien d'autres. Ils commencent déjà à prouver à l'international, mais on se rend compte qu'en Côte d'Ivoire, au niveau du championnat, on n'a plus d'entraîneurs étrangers. Donc moi, je peux expliquer cela par le fait qu'il y a le manque de moyens financiers qui empêche ces entraîneurs-là de venir faire leurs preuves au pays. Si on prend par exemple, je peux prendre un exemple comme les joueurs. Un joueur qui vient au pays, qui n'est pas bien payé, ne peut pas rester au pays. Il est obligé d'aller chercher ça à l'étranger. Donc c'est la même chose que pour les entraîneurs. Pour les faire venir, je pense qu'il faut assainir le milieu financier footballistique en Côte d'Ivoire. Vraiment, nous avons des entraîneurs ivoiriens qui font vraiment beaucoup à l'étranger. Nous avons par exemple Zawi qui avait quand même entraîné l'équipe nationale, qui nous a beaucoup donné. Mais je pense que il n'a pas été valorisé peut-être à sa juste valeur. Donc il est parti. Il a même entraîné d'autres pays africains. Il peut revenir même en championnat si vraiment il pense que il y a le cas d'assainir pour qu'il puisse vraiment s'en sortir. Merci beaucoup encore pour ce reportage-là. Moi, avant de commencer avec le coach du Koyaya, je m'adressais à l'expert. Et moi, en sélection, il a changé de deux coachs. J'ai commencé en 2002 au Mali, c'était Lama Baba. Après, j'ai fini avec mon confrère, mon grand frère, Zahir François, qui était là en sélection. On a fait des matchs sans défaite. Mais aujourd'hui, quand je vois ces coachs Rigo et Konignaya qui apportent beaucoup déjà au football ivoirien, mais ailleurs, toi, en tant qu'expert, quel regard porte-toi là-dessus? C'est le manque de moyens ou c'est le championnat local qui n'a pas sa valeur? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le championnat local puisse être comme avant? La preuve est là, parce que je pense que on dit l'ouvrier mérite salaire. Et à ce niveau, je pense que non seulement les conditions, tout à l'heure on a parlé du respect du contrat et également de la valeur humaine que représente l'entraîneur de la part des présidents. Ouais. Et puis il y a également l'aspect financier. Parce que si l'entraîneur doit se casser en deux, tu vas multiplier ses efforts pour pouvoir apporter du dynamisme à une équipe, et puis finalement, après, à la fin du mois, on lui donne son salaire en 2 temps ou en 3 temps, je pense que ce dernier-là ne sera pas au meilleur de sa forme. Tout à l'heure, ils ont énuméré, je pense que les conditions qui doivent accompagner leur métier. Et ce qui m'amène également à leur demander, est-ce que vous êtes mieux traité financièrement ailleurs qu'en Côte d'Ivoire? Belle question. Oui, moi je réponds par là. C'est clair, parce que quand on parle à l'extérieur, on est au même titre que les expatriés. Hein. Voilà, et donc on a un meilleur traitement, c'est clair. Ça c'est clair. Tu ne vas pas quitter ton pays, t'expatrier. Voilà, c'est parce qu'on te propose mieux là-bas qu'ici, et c'est clair. Donc les conditions sont plus claires, il y a plus de lisibilité dans le contrat. Et voilà, on te donne les conditions de travail. Et évidemment, quand les conditions de travail sont réunies au football, eh bien, c'est ça. Regardez, souvent ici, mais on n'a même pas un simple terrain d'entraînement. Bon, aujourd'hui, on va dire, oui, ça va avec l'héritage de la dernière CAN. Ouais. Aujourd'hui, ça a été un plus pour notre football aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des équipes s'entraîner sur des très bons terrains, ce qui n'était pas le cas avant la CAN. Et ça, c'est une avancée. Mais c'est beau d'avoir ces jolis stades-là, mais ça sert à quoi si les premiers acteurs qui sont les joueurs et les entraîneurs, après avoir joué un match de football, que le joueur ou que l'entraîneur va arriver chez lui, et dans sa famille, et voilà, je ne sais même pas comment dire, eh bien, c'est sûr que les talents vont partir ailleurs. Aujourd'hui, c'est la fuite des talents, c'est clair. Mais coach, rapidement, on a évoqué quand même
le volet peut-être administratif avec les présidents du club, avec les conditions de travail. Mais prenons les joueurs, même que vous coachez, vous entraînez, qui vous apprenez votre savoir, ces joueurs-là. C'est quoi la différence entre coacher en Côte d'Ivoire des joueurs ivoiriens et par exemple Burkinabé, Béninois, tout ça? C'est quoi la différence? Bon, je pense que la différence, c'est que le président il est prêt à aller sur le marché, te prendre des oiseaux rares. Ça, c'est très important. Voilà, parce que quand dans le recrutement, tu as des oiseaux rares, tu as des joueurs de premier niveau, c'est très important. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a l'aspect joueur, mais il faut que l'entraîneur soit à l'aise. Il faut que l'entraîneur soit. Moi, en Guinée, à l'Est Kaloum, je peux vous dire mon salaire. J'étais énuméré à 3 millions par mois. Ah, ça peut dire. Mais le coach. En Guinée. Tu es en Guinée? C'est quoi, 3 millions en francs CFA. Ah, okay, okay. Quand je convertis en francs CFA, ça fait 3 millions mensuels. D'accord. Mais en Côte d'Ivoire ici, fouillez, vous allez voir qui a 3 millions mensuels. Personne. Ils sont prêts à t'offrir une voiture de fonction. Moi, je ne sais même pas depuis combien 3 millions de francs CFA. En Guinée. Oui, en Guinée. Non, c'est en francs CFA. Non, c'est ça en francs guinéens. Si, simplement une voiture de fonction. Je me demande combien d'années j'ai demandé une voiture de fonction que je n'ai jamais reçue dans un club de Côte d'Ivoire ici. Alors que ça au Mali, j'avais une voiture de fonction. Même aussi, oui, vous avez joué la finale de la Ligue. Il n'y avait pas de voiture de fonction. De la Coupe. J'étais chargé de payer mon préparateur physique. Vous voyez. Donc là-bas, on te paye le préparateur physique. On te paye même au Burkina, j'avais un psychologue. S'il vous plaît, dans mon staff, il y avait un psychologue. Et il était chargé de la prise en charge psychologique des joueurs. Vous voyez. Donc ça fait que sur le plan du staff, c'est étoffé. On met les moyens et c'est normal qu'on te demande des résultats. Voilà. Ici, on ne peut même pas te prendre le loyer. C'est-à-dire que dans le contrat, rien que le paragraphe loyer, c'est à ta charge. Le paragraphe médical, l'assurance, c'est à ta charge. Je n'ai même pas énuméré dans l'assurance. Donc, c'est ce qui fait qu'à un certain niveau, quand même, on a vraiment envie d'aller voir ailleurs. Et véritablement, je pense qu'il faut qu'on fasse des efforts. C'est pourquoi le football ivoirien essaie de marcher vers l'avant. Et la valeur d'un football, c'est un noyau dur. Le noyau dur du football de Côte d'Ivoire, c'est les entraîneurs nationaux. Et remarquez, on a 3 Coupes d'Afrique. Mais les nationaux en ont rapporté combien? 2. Voilà. Donc vous voyez, ça veut dire que l'entraîneur ivoirien est potable. Voilà. Il est bon, mais seulement le valoriser. Quand je vois aujourd'hui, ça fait mal au cœur de savoir que même en sélection, tous les postes, à peu près, tous les postes sont occupés par les étrangers. Même le DTN, ça appartient aux étrangers. Moi, je ne sais pas. Voilà. Si nous, qui avons joué une finale de Coupe d'Afrique, on a si mal fait, ou même fait nos preuves sur le terrain ici, on a si mal fait, ou bien... le son n'arrive pas là-bas, ou bien je ne sais pas, et on est là. Et vous aussi, vous regardez, vous êtes journaliste, c'est normal. Voilà, heureusement qu'il y a des émissions comme ça pour qu'on puisse s'exprimer. Mais je veux dire que ce n'est pas parce que je veux qu'on tire 6 mois en retour, mais qu'on corrige ces erreurs-là. C'est des erreurs que nous sommes en train de faire. C'est vrai, aujourd'hui, à court terme, ça ne nous rattrape pas, mais à moyen et long terme, ça va nous tuer. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Et moi, pour moi, c'est un devoir et un droit de pouvoir parler de ça, parce que j'étais sportif. Et avant, on parlait de l'ASEC d'Abidjan, Africa Sport, et vous venez tout jeune, frère, un coach qui vient, c'est 2 fois le champion ivoirien, il pense que c'est la félicité. En France, on peut avoir un Belge être entraîneur de la France ou même gérer la DTN. Je pense que c'est pour cela qu'il faut changer. Aujourd'hui, il y a un frère qui est là. Pourquoi les joueurs ivoiriens partent en Tanzanie, pas la Côte d'Ivoire? Parce que le club ne met pas les conditions à l'image des joueurs. Et pour ne pas vous couper, mine de rien, quand on parle de caissier, qui fait caissier? C'est encore moi. Quand on parle d'Agbadou, c'est moi qui détecte Agbadou au complexe de Koumassi. Bon, ils ont lancé le numéro 10 enfin de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Guiagon Parfait. Encore, lui, je l'ai pris à l'âge de 12 ans. Voilà, pour lui apprendre le football de haut niveau. Donc, ces hommes-là sont là, ces entraîneurs sont là. Et je vous rappelle que Quadio Georges a entraîné même Jomo Cosmos en Afrique. Ouais. Ils sont là. Voilà. Donc, véritablement, ça veut dire que la crème, il y a toute cette crème-là ici. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi on ne l'utilise pas. Et quand on te donne un pouvoir, on ne veut pas te donner les compétences. Parce qu'il y a nommé quelqu'un et puis à te donner la compétence. Ça veut dire qu'on te nomme et puis on veut décider à ta place. Voilà. Et je pense que nous, on nous nomme pour notre intelligence, pas parce qu'on est riche. Donc, quand on te nomme pour ton intelligence, on doit laisser parler ton intelligence. Et ça, c'est ce qui n'existe pas encore ici.
Alors, rapidement, avant qu'on ne continue, puisque nous allons aborder une autre rubrique de notre émission qui est Surface de vérité. Aujourd'hui, dans Surface de vérité, ça sera, on rappelle, ça sera une émission qui sera gérée par la saison prochaine par Cathy Touré. Elle recevra les personnes ressources pour décortiquer les grands sujets sur le sport. Aujourd'hui, on a décidé de parler de natation. On y va avec le jingle, puis derrière, l'élément. Elle est désormais révolue, cette époque où les bassins de la piscine d'État de Trècheville recevaient de nombreux athlètes minimes, cadets, juniors, seniors pour de grandes compétitions nationales tous les week-ends. Cette belle époque du président Touré Castillo. Cette époque où la piscine d'État de Trècheville, avec des parrains de compétition plus puissants les uns que les autres, des primes colossales pour les athlètes et où même des journalistes sportifs rentraient le soir les bras chargés de gadgets. Cette époque faste de la natation ivoirienne, je l'ai connue, car moi-même, ancienne athlète, ancienne nageuse, et c'est donc le cœur meurtri que nous abordons ce sujet. Mais puisqu'il y a matière à débattre, allons-y à fond. Pour dire vrai, il y a quelque chose qui ne va pas à la natation ivoirienne. Depuis des décennies, nous avons longtemps pensé que ce malaise était dû à la fermeture intempestive et récurrente de la piscine d'État de Trècheville pour travaux, mais force est de reconnaître que le problème se trouve ailleurs. Là encore, l'administratif a pris le dessus sur le sportif. Le fauteuil de la présidence de la Fédération ivoirienne de natation attise tant de convoitises que les crises s'enchaînent. Depuis 2024, la natation ivoirienne subit un bicéphalisme. D'un côté, on a la Fédération ivoirienne de natation et sauvetage reconnue par le ministère des Sports et de l'autre, Côte d'Ivoire aquatique reconnue par l'instance internationale. La Fédération ivoirienne de natation et sauvetage s'est donc réfugiée à la piscine du complexe sportif de Dabou pendant que Côte d'Ivoire Aquatics fait ses activités ici à Abidjan à la piscine d'État de Trècheville. Une énième énigme pour le ministère des Sports qui jusque-là n'a pas trouvé de solution. Alors, on est en droit de se poser des questions. À qui profite cette scission? Vremen Serge, qui est le président de la Fédération ivoirienne de natation et sauvetage, doit-il rendre le tablier? Ou bien, Côte d'Ivoire aquatique doit-elle disparaître des radars? Autant de questions que nous allons nous poser lors de notre débat sur les antennes de l'A3, notre débat sur Face de vérité. Je vous invite donc à vous connecter sur les antennes de l'A3 la saison prochaine pour décortiquer ensemble les vrais problèmes du sport ivoirien, et ce, sans complaisance. La team des maestros, Henri Joël, on parle de natation. Moi, j'ai joué à la SEC Mimosa et il y avait deux groupes, comme Sifka. Et à l'époque, il y avait une nageuse qui m'a marqué, c'était Topé Patricia, qui était une nageuse emblématique. Ce n'est pas la seule aussi qui est connue. Il y avait Jacqueline Grébou, qui est le commande des natations en Côte d'Ivoire en 70. Donc, franchement, c'est pour moi ça, quand on voit ça, pour moi, ça reste des beaux souvenirs. Ah, n'oubliez pas également que la directrice des sports était une grande nageuse. Voilà, elle a même rivalisé avec Topé Patricia. L'essentiel, ça sera une émission qui sera sur les antennes de la 3 la saison prochaine. Comme vous l'avez vu, ça sera géré par Cathy Touré. Et puis, on espère que les grands sujets seront débattus, notamment ce sujet sur la natation avec, je dirais, ce bicéphalisme à la tête de la discipline. Ici, en Côte d'Ivoire, on espère qu'on trouvera une solution pour permettre aux nageurs d'aller très vite dans l'eau. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Aigle, toujours en l'air. Jamais par terre. On ne dit pas Zokora, on dit quoi? Zokoré. Et là, on marque une pause pour la pub. Allez, tout le monde est bé, ko bouge ma tata malé kitae. Tout le monde est dansé, ko brigiting gidigi le kitae. Le kita maman, le kita papa, kita maman, kiri yo yo. Salut, salut, salut. C'est Lamine TPJ, le roux du coupé décalé. Suivez l'émission Échauffement du lundi au vendredi sur la 3. On est ensemble. Ma rivale, arrête de te blaguer. Ma rivale, réveille-toi, faut pas rêver. Toi, tu penses te cacher, je vois ton dos. Mon mari, là, je le laisse pas. Là, tu as tapé poteau. Salut, ici Daisy. Je vous invite à rester connectés sur la 3. Échauffement à suivre du lundi au vendredi à 18h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Aigle. Là, maintenant, je m'adresse à l'expert sportif. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le championnat, il
il y a des subventions. Est-ce que coach, que ce soit au Bénin, au Burkina Faso, est-ce que les clubs ont des subventions? Je veux savoir un peu. Effectivement, parce que quand Coach Rigo nous dit du côté de l'AS Kaloum, il touchait un salaire mensuel de 3 millions. CFA. C'est important. Ça sous-entend que les clubs sont subventionnés à hauteur de un demi-million. Un demi-milliard, j'allais dire. C'est-à-dire 500 millions. 32 millions en francs guinéens. La subvention d'un... non. Ton salaire mon salaire... ok. Ah, d'accord. Ça c'est chose. Mais seulement ce que je voulais dire, c'est que là-bas, il n'y a pas de subvention. Là-bas, il n'y a pas de subvention, mais... Comment vivent les clubs alors? C'est des mécènes. C'est des mécènes qui tiennent le football. Voilà, c'est des mécènes qui tiennent le football et ça fait qu'ils investissent beaucoup dans le football. Ici, ce que je ne comprends pas, il y a la subvention. Et puis, on est en retard. Voilà, on est en retard. Je pense que où sont passés peut-être les démessés Zinsou qui claquaient, mais je l'ai vu en Eugène Diomandé, je l'ai vu en Yeboah Sévérin. On les sentait venir, mais après c'est reparti. J'ai cru que le stade d'Abidjan avec le président, en faisant venir à Salé, parce qu'à Salé, il touchait mensuellement 1 million. Voilà, au moins. Mais ils émargeaient à des millions. À Salé-Roger, ils marchaient à des millions. Et là, le stade l'a lâché. Pourquoi ils l'ont lâché? Voilà, donc il faut en savoir. Mais je vais dire que quand même, il y a les moyens que la fédération dégage pour qu'on puisse avoir quand même des entraîneurs qui sont bien rémunérés et des joueurs aussi qui sont bien rémunérés et que nous, notre championnat ne soit pas à la portée du championnat tanzanien qui nous enlève chaque saison tous nos joueurs, nos meilleurs joueurs qui dépouillent le championnat ivoirien et ça fait qu'au fur et à mesure on est obligé à chaque fois de reprendre à zéro et c'est vraiment dommage. Le sujet il est très très intéressant, coach Ayoub. À vous rapidement, le sujet est très intéressant et on a beaucoup d'informations, sauf que il faut aussi aller vers nos téléspectateurs, ceux qui sont un peu dans les rues, avec des débats. Et aujourd'hui, on a décidé d'aller vers ceux qui sont à Makori dans le Tchatcher en vacances. Et on parle plutôt de cette fenêtre à venir dans le mois de septembre où la Côte d'Ivoire se déplacera du côté du Gabon dans le cadre des éliminatoires du mondial. Balo est allé discuter avec les Tchatchers du côté de Makori. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans la commune du sport Makori. Et oui, nous sommes encore dans cette commune parce que la fibre patriotique bat son plein dans cette commune de Makori. Il faut savoir que les éléphants de Côte d'Ivoire, en septembre, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, vont affronter le 3 septembre l'équipe du Burundi et le 6 septembre l'équipe du Gabon. En ce moment, les éléphants sont en tête de cette poule avec 16 points, cette poule F, suivie des Panthères du Gabon avec 15 points. Et il faut également préciser que la grande finale se jouera à Libreville. C'est dans ce cadre que nos débatteurs du jour sont autour de moi. J'ai donc à ma droite Armel, Ahmed, Enza et Amara qui vont débattre de ce sujet. Alors Armel, bonsoir. Bonsoir, Est-ce monsieur. que pour toi, les éléphants de Côte d'Ivoire qui doivent affronter le Burundi et le Gabon pourront se qualifier pour la Coupe du Monde? Tout va dépendre du match contre le Gabon. Ça sera la finale. Le plus important, c'est la finale contre le Gabon. Mais on a un peu aussi à faire contre le Burundi. Il ne faut pas qu'on fasse un faux pas avant d'attaquer le Gabon. Tout d'abord, il faudra craindre le Gabon. Parce qu'ils ont un très bon joueur au Babillon. Mais champion d'Afrique, c'est déjà un avantage pour nous. Et puis nous avons aussi 16 points. Et nous avons de très bons joueurs. Du coup, nous allons bien battre le Gabon. J'en suis sûr. Nous sommes déjà champions d'Afrique. Et nous allons essayer de garder ce titre toujours. Mais le souci, c'est le Gabon. On parle du Gabon, c'est vrai, mais il faut qu'on prenne aussi quelques points face au Burundi. Voilà. Mais moi, celui que je crains beaucoup, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. C'est un attaquant de classe très très mondiale. Donc il faut que nous essayons de mettre un peu la main sur lui pour essayer de canaliser Aubameyang. Et je pense qu'avec Aubameyang, et puis des défenseurs comme Ndika, je pense que ça peut. Mais en face, il faut qu'il y ait de l'engouement aussi. Que les joueurs soient aussi disciplinés. Mais moi, ce que j'aurais voulu aussi,
qu'on donne aussi une chance aussi au retour d'Eric Bailly. Amara dit qu'il n'est pas rassuré par la défense, qu'il faut le retour d'Eric Bailly, n'est pas rassuré parce que ceux qui sont là, selon lui, n'apportent pas des éléments de sécurité. Donc, est-ce que vous êtes forcément d'accord avec lui? Je ne suis pas du tout à 100% d'accord avec lui. Parce que c'est un match très important. Il y a d'autres qui sont là, qui sont plus bien en forme que lui. Il y a Indika, il y a Kosonou. Bailly, il n'y a pas trop confiance en lui. Est-ce que vous pensez que la défense est rassurante? Le match contre le Burundi, ça c'est déjà acquis. Avec des défenseurs costauds comme Indika, Kosonou, Danlas et Diomandé, ça peut aller. Enza, est-ce que toi tu es d'accord avec tout ce qu'il vient de dire? On a déjà des défenseurs comme Agbadou qui est là, Indika est là, ils sont en forme déjà. En tout cas, on peut avancer avec eux tranquillement, sans problème. Eric Bailly, il a une expérience, il a pris des grands défenseurs à Manchester, comme Villarreal, partout où il est passé. Mais je pense que même sur le banc, il peut guider ses petits frères, ses confrères, à faire encore plus mieux, quoi. Au niveau de l'attaque aussi des éléphants, on sait bien qu'il y a Adengra qui a signé à Sunderland, il y a Allo aussi qui revient petit à petit dans la compétition. Est-ce que ce n'est pas une arme fatale pour battre la défense, arriver à vaincre la défense du Gabon et du Burundi? Adengra, déjà, c'est une arme fatale. À l'heure, vu le temps de jeu qu'il n'a pas eu, c'est un peu complexe. Mais déjà, sur le côté droit, je pense qu'on doit appeler Amad Diallo. Amad Diallo, il était vivoltant, il était très concret avec Manchester United. Nous comptons sur nos éléphants et puis c'est à nous de les encourager pour qu'ils arrivent encore plus loin. Alors, il a une expérience à apporter au niveau de l'effectif de l'équipe. Et puis, le jeune prodige, Amad Diallo, qui a brillé à Manchester cette année, vraiment, il a fait une belle saison. Est-ce que toi, tu penses qu'avec la blessure de Série Jean-Michel, ce milieu-là pourra maintenir la cadence? Déjà, il y a le jeune frère qui joue à Auxerre, Ahmed Junior. Je pense que lui aussi, ça va être un bon atout dans le milieu de terrain. À côté de son grand frère Franck Yannick Kessé, Sangaré, comme on le dit. Je pense qu'avec le retour de Série Jean-Michel, je pense que ça peut faire au moins un très grand milieu. Seko Fofana, il veut toujours gagner. C'est déjà un avantage pour nous. Il joue avec la rage, sans oublier Amani Laza aussi. Amani Laza qui est très bon, qui est très performant. Imagine la Coupe du Monde 2026 sans la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Donc il faut qu'on fasse tout non possible pour se qualifier. On retient qu'ils sont confiants quant à une éventuelle victoire des éléphants de Côte d'Ivoire pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, même s'ils ont quelques réserves sur certains sujets. En tout cas, rendez-vous pour encore plus d'émotions sportives avec nos prochains débatteurs. Et coach Yaya, moi j'ai eu la chance de participer à 3 Coupes du Monde, 2006, 2010, 2014. Et pour moi c'est une belle expérience. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire, pas au Gabon. Comment vous, en tant que coach, vous pensez que le match doit être abordé? Moi je pense que c'est un match très capital. Et voilà, on ne va pas faire le travail du sélectionneur Faye. Mais moi en tant que technicien, voilà, le match du Gabon est un tournant assez décisif où il va falloir aller faire un très bon résultat. Donc ça va passer déjà voilà, par le discours que l'entraîneur va pouvoir donc donner à son groupe. Essayer tout de suite de mettre tout le monde en ordre de bataille. C'est pas impossible. Je pense que c'est vrai que nous respectons cette équipe du Gabon, mais je pense que nos partisans ont les ressources pour pouvoir sortir de là avec un très bon résultat. Donc pour moi, il va falloir partir avec une équipe assez équilibrée et voilà, avoir déjà une défense qui a ses automatismes, avoir des milieux de terrain voilà, très affûtés, et je pense qu'on pourra s'en sortir avec un très bon résultat au Gabon. Excuse-moi, Coach Rigo, moi j'ai fait un match ici en Côte d'Ivoire contre le Cameroun. Il nous fallait un point pour pouvoir participer à cette Coupe du Monde en Allemagne. Il y avait une pression énorme du pays, parce que c'était la première fois le pays allait participer à une phase finale. Il y avait le peuple ivoirien était derrière nous. Ouais. Là, on part en terre inconnue. Et cette pression-là, comment les joueurs, en coach, comment on peut évacuer cette pression-là par rapport à ce match qui est important? Parce que depuis 2014, on a pu faire le Coupe du Monde. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs expérimentés quand même au sein de la sélection. Mais moi, ma grosse inquiétude, c'est surtout que c'est en début de saison. Voilà. Tu as été professionnel, tu connais les débuts de saison. La mayonnaise ne prend pas toujours vite, surtout sur le plan individuel. Voilà. Il y a d'autres qui ont fait une bonne préparation parce qu'ils avaient déjà des clubs. Et puis il y a d'autres, ils étaient en instance de transfert.
Ils n'ont pas pu avoir cette préparation-là, même jouer les premières journées, ils ne sont pas encore à jambes pour pouvoir jouer les premières journées. Est-ce que nous, nos joueurs, pourront répondre en ce moment-là? Voilà. Alors qu'on sait que le gardien Yaya est en instance de transfert, le buteur Allais a signé aussi. Est-ce que Allais a déjà signé? Il va rester aux Pays-Bas ou bien il va traverser? Donc, c'est cette colonne vertébrale-là, voilà, qui doit rapidement avoir un point de chute. Voilà. Et ça va faire que le début de saison serait tonitruant. Ils seront déjà aptes à représenter le pays. Voilà. Donc, c'est là la vraie question. Voilà. Il faut qu'on ait des joueurs en ce moment-là disponibles et disposés à aller chercher ce résultat-là. Parce que, comme tu le dis, c'est à l'extérieur. Alors qu'à l'extérieur, il va falloir un état d'esprit, une mentalité d'abord, avant que physiquement, on ne réponde. Et si l'état d'esprit est là, que physiquement, on ne répond pas, ça va faire que ce public ou cette pression-là, elle va encore s'accroître. Donc, c'est des ingrédients-là qu'on doit revoir et tout de suite préparer nos joueurs, les disposer. C'est-à-dire, même s'il faut impacter leur transfert au sein de leur club, tout et tout, les pays européens le font. Voilà. À l'intersaison, vous n'allez jamais voir un Mbappé en train de traîner ou bien un Dembélé en train de traîner parce que l'équipe nationale de France a un match capital contre l'Italie en septembre. Voilà. Donc, c'est ces petits ingrédients-là qu'on doit pouvoir rajouter à ce qu'on a déjà pour pouvoir faire très bons matchs au Gabon parce que c'est un match capital. Le premier et le deuxième, c'est vrai, les autres matchs, on peut rattraper. Mais ce match-là, il ne faudrait pas se rater. Il faut qu'on ait des joueurs disposés et disponibles, voilà, pour pouvoir attaquer cette échéance-là. Merci, coach. Anjo, tu as un mot à dire là-dessus ou... Non. En tout cas, moi, je pense que je rejoins coach Rigo. Je pense que l'adversaire premier de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire elle-même. Non seulement le choix des hommes, et également la dynamique dans laquelle la Côte d'Ivoire va s'inscrire. Parce que le choix des hommes, effectivement, on les choisit. Mais depuis quelque temps, on a l'impression que l'entraîneur tâtonne. Aujourd'hui, c'est X, un 11 qui est carrément différent du 11 prochain. Il n'y a pas une colonne vertébrale, il n'y a pas une lisibilité nette. Voilà, de la stratégie mise en place par MS Faye depuis quelque temps. Après la CAN, on ne reconnaît plus la Côte d'Ivoire. Donc il faudra tout simplement revenir sur terre, savoir que la CAN 2023 est passée. Nous sommes dans un nouvel élan. Donc il faut s'inscrire également dans cette dynamique victorieuse en mettant les bases solides en place. Merci. Henri Joël, les deux coachs ont parlé avec émotion, avec beaucoup de sensibilité pour le football ivoirien. Je pense que c'est une bonne chose entre nous, les médias, pour pouvoir véhiculer ce message à la fédération. Je pense que c'est une bonne chose. Coach, vraiment, merci beaucoup à vous. Alors, on va continuer le dernier arrêt de notre émission. C'est Le Saviez-vous aujourd'hui. On part dans l'histoire avec ce gros combat, ou ce grand combat qui a eu lieu en Afrique entre deux grands boxeurs. Condamné en 1967 par la justice américaine à cause de son refus de s'engager dans la guerre contre le Vietnam, le triple champion du monde, Mohamed Ali, est déchu de ses titres. Dans le ring du stade du 24 mai à Kinshasa, les deux boxeurs américains ne se font pas de cadeaux. La foule, acquise à la cause de Mohamed Ali, stand en lingala, Bomaye, ce qui signifie Ali tue-le. Au 8e round, bien qu'affaibli par les nombreux coups donnés par Foreman, 100 kg, 40 victoires consécutives, dont 37 par KO. Ali a les ressources nécessaires. D'un gauche déstabilise son cadet et l'envoie au tapis. Ainsi, Mohamed Ali, aussi appelé Cassius Clay, récupère sa ceinture à la faveur du combat du siècle. Oui, comme l'a souligné mon confrère Henri Joël, j'ai vu la vidéo, c'était Mohamed Ali qui est encore
Vraiment, je ne sais pas si moi j'étais né, mais voilà, c'est des souvenirs aussi. Ali Boumaye. Ali Boumaye. Vraiment, merci Ali beaucoup. frappe plus, c'est ça, non? Mais c'est la stratégie de Mohamed Dali qui a fait la différence. Il laisse Soman boxer, se fatiguer, et puis à la 7e reprise, il commence à donner des coups. À la suite, Foman est tombé. Et tout. Donc nous, on a retenu que la tactique, bon, c'est une déformation. C'est dominer et puis après. Laisser dominer et attaquer. Merci beaucoup. Merci à Konyaya, merci encore à vous tous pour ce soutien que vous apportez à la Côte d'Ivoire au-delà des frontières. Sans oublier Henri Joël Nielou, numéro 1, Henri Joël, numéro 2, et merci à la team Maestro, merci au public. Demain, même heure, toujours énergie. Aigle. Toujours là. Jamais par terre. C'est quoi? C'est un menteur. Aigle. À demain.